J'ai été extrêmement surpris de la faible médiatisation, en France en tout cas, du 17e anniversaire de la fondation des BRICS, parce que ça me semble une forme de rééquilibrage du monde, et l'Occident a un peu tendance à ignorer les événements qui lui sont étrangers. Bonjour et bienvenue sur Mandarin TV. Mon invité d'aujourd'hui est Monsieur Emery de Montesquiou-Dardagnan, sénateur honoraire. J'ai eu le plaisir de le rencontrer lors de la réception donnée par l'ambassade de Chine en France le 25 septembre dernier pour célébrer le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, il va nous parler de l'importance qu'il attribue aux BRICS, ce groupe dont les premiers fondateurs sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Monsieur Dardagnan, bonjour. Bonjour. Merci de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. En tant que fin connaisseur des BRICS, comment analysez-vous la montée en puissance de ce groupe porté par la Chine en tant que force de rééquilibrage face à l'influence traditionnelle des États-Unis et de l'Europe? D'abord, j'ai été extrêmement surpris de la faible médiatisation, en France en tout cas, du 17e anniversaire de la fondation des BRICS, parce que ça me semble une forme de rééquilibrage du monde, et l'Occident a un peu tendance à ignorer les événements qui lui sont étrangers. Or, c'est vraiment un ensemble de pays qui s'agrandit, ce qui prouve leur attractivité. Vous avez cité les premiers fondateurs, mais d'autres s'y sont joints, comme l'Indonésie, comme l'Afrique du Sud, comme les Émirats, comme l'Égypte. Ça devient vraiment une puissance économique et par répercussion sans doute politique. Et comment expliquez-vous cette ignorance? Écoutez, souvent, l'Occident est trop arrogant, trop nombriliste, et regarde avec un peu de hauteur ce qui ne lui fait pas partie de l'Occident. Or, ça me semble une erreur stratégique majeure, car le bloc de ces pays est bien sûr une puissance démographique. Ça représente plus de 50% de la population mondiale et sans doute un peu plus de 40% de la puissance économique mondiale. Donc c'est absurde de l'ignorer. Ça montre une grande légèreté et, je le redis, de l'arrogance. Et comment analysez-vous le rôle spécifique de la Chine au sein de ce groupe si dynamique? La Chine est une puissance dont la croissance fascine. Ce n'est plus la première puissance démographique, c'est devenu l'Inde, mais ce sont des pays qui sont tout à fait comparables au niveau de la population. Ils ont comme allié la Russie, qui est un réservoir de matières premières considérable, et vu la capacité intellectuelle de ces trois pays, plus ceux qui les ont rejoints, ça me semble une puissance effective et qui va croissant. J'ajouterais que la Chine a tendance à avoir une puissance monétaire qui n'existait pas, en se reposant sur l'or, ce qui montre qu'il n'y a pas de spéculation, ce qui est important. Et il est évident que ça montre une rigueur qui n'est pas forcément celle des États-Unis, qui jouent sur les fluctuations du dollar. Est-ce que la France, à votre avis, doit se rapprocher des BRICS, notamment de la Chine, pour affirmer son indépendance vis-à-vis des États-Unis? La France gaulienne, à laquelle j'aime me référer, existait surtout par sa capacité de médiation. La France était écoutée par des pays appartenant à des groupes divers et joue un véritable rôle en ce sens. Bien sûr, elle a son histoire,
Mais l'histoire, comme son nom l'indique, c'est le passé. Et dans le présent, je pense que la médiation française peut être une carte à jouer très importante et au profit de tous, parce que l'histoire apprend. La France a appris grâce à son histoire. Ça a été parfois la première puissance. C'est un pays central, un pays de très très grande culture. Et ce sont des atouts que l'on peut développer encore plus par la médiation. Peut-être grâce à votre influence, par exemple, la France peut prendre conscience de sa capacité à jouer les médiateurs, non? Je n'aurais pas Est-ce cette que vous œuvrez prétention. dans ce sens? Je n'aurais pas cette prétention. Mais en tout cas, c'est un thème que j'aime développer parce que je pense que ça donnerait un plus à la puissance réelle, effective, économique et politique de la France. Ça apporterait quelque chose en plus. Est-ce qu'il y a un groupe de réflexion en France qui existe et qui œuvre dans ce sens-là, à votre connaissance? Donc, il y a des amis de l'Inde, de la Chine, de la Russie, mais il y a des groupes d'amitié, mais je ne sais pas si ça a une action sur le poids réel de la France vis-à-vis des BRICS. À votre avis, est-ce que l'existence des BRICS divise l'Europe, qui est tiraillée entre d'un côté Washington et de l'autre la nécessité de dialoguer avec la grande rivale des États-Unis, qu'est la Chine? Écoutez, moi vous parlez avec réalisme. Moi je ne pousse pas le problème en tant que opposition entre les deux pays. C'est évident qu'elle existe, cette opposition. C'est évident que les Américains voient avec une certaine inquiétude l'accroissement de la puissance chinoise. Mais justement, la France n'a pas la capacité de combattre ni économiquement ni autrement ces deux pays. Donc, elle a un rôle, selon moi, au contraire de trait d'union, parce que nous avons une expérience historique, nous avons une grande diplomatie, et je pense qu'il faut utiliser cette expérience. À votre avis, est-ce que les BRICS proposent un modèle économique crédible pour rivaliser avec les institutions occidentales comme le FMI, par exemple? En tout cas, il y a une indépendance. Je pense que la Chine joue un rôle particulier. Vous avez vu qu'aujourd'hui, par exemple, une partie du pétrole saoudien est payée en yuan. Oui, c'est ça. Vous êtes très au fait. C'est tout à fait ça. Et ça me semble tout à fait important. Et il ne faut pas que l'Occident, du haut de sa puissance passée, fasse preuve d'arrogance. Il faut qu'elle écoute et qu'elle voit qu'il y a d'autres pays qui comptent beaucoup et qui sans doute compteront de plus en plus. Donc, pour vous, le modèle économique installé par les pays des BRICS est plus ou moins, on va dire, crédible? Il est crédible. Je ne sais pas si c'est un modèle, parce que les pays ont des capacités économiques différentes, ont des systèmes économiques différents. C'est ça. Mais il y a une chose qu'on peut constater, c'est la progression extraordinaire de la technologie dans ces trois pays. Avant, nous regardions de haut ces pays en disant, par exemple, le sénateur McCain qualifiait la Russie de pompe à essence avec une bombe atomique. C'est un côté méprisant insupportable. Et aussi la Chine, qui est devenue un grand spécialiste de l'intelligence artificielle. Exactement. Et c'est l'enjeu de demain. Ouais. Et la Chine est tout à fait en pointe et se pose comme rival des États-Unis dans ce domaine. C'est un élément de puissance important, mais c'est un élément aussi très dangereux et très inquiétant. Parce qu'on peut faire toutes les modifications sans que le public s'en rende compte. Je pense que c'est un sujet qui devrait peut-être être mis au niveau des Nations Unies pour pas qu'un pays, s'appuyant sur sa puissance technologique,
trompe le monde entier en inventant des images qui Bien ne sûr. traduisent pas le réel. Ouais. Et quel que soit le pays d'ailleurs. Voilà, absolument. Ouais. Mais est-ce qu'à votre avis, les Nations Unies sont suffisamment conscientes des enjeux que pose l'intelligence artificielle? Je n'ai pas d'opinion là-dessus, je le souhaite. Je n'ai pas d'informations, mais si vous voulez, c'est une vraie arme, si vous voulez. Parce qu'on peut nous représenter dans des positions très Bien sûr, différentes, ouais. et ça ne sera pas la réalité. En tant que sénateur honoraire français, quelles sont selon vous les leçons que l'Europe et la France doivent tirer de l'émergence de la stratégie des BRICS pour adopter en fait leur propre politique étrangère et économique dans les années à venir? Alors, la politique étrangère est un domaine délicat parce que l'intérêt des pays est différent. Par exemple, la France et l'Allemagne ont des intérêts économiques différents. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne est favorable au Mercosur parce que ça lui permet de vendre ses voitures dans le sud. Et les Français sont très inquiets parce que c'est une concurrence très difficile pour l'agriculture française. Donc, il n'y a pas homogénéité des intérêts. L'Europe avait été une tentative justement de rendre les intérêts communs aux pays constituant l'Union européenne. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des différences. Et pour finir, quels sont selon vous les enjeux que la France et l'Europe doivent relever justement pour poser en tant que force de rééquilibrage face aux BRICS? Je ne sais pas si c'est une force de rééquilibrage, je parle de l'Union européenne, mais il est certain que c'est un axe intéressant, parce qu'il y a eu jusqu'à présent une hégémonie américaine qui faisait valoir sa puissance par rapport aux diverses nations de l'Union européenne. L'Europe a été constituée pour justement être un pôle de résistance à cette hégémonie. Et donc, votre hypothèse de capacité de l'Union européenne à être un pôle d'équilibre entre ces deux axes, ces deux puissances, ça peut être un objectif. Et aussi une carte à jouer pour la France et pour l'Europe. Absolument. La France a des capacités intellectuelles, économiques, l'expérience, une diplomatie très ancienne et parfois qui permettait de compenser un manque de puissance. Je pense que c'est une voie à développer et je pense qu'avoir des relations spécifiques avec les pays constituant les BRICS peut être une voie intéressante à suivre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci madame.